Salut à toutes et tous, bienvenue sur Web Girondin Télé pour les tops et les flops de ce Montpellier-Bordeaux. Défaite 2-0, sans appel, on pourrait presque dire logique, des Girondins de Bordeaux. Nous nous attendions à un match compliqué, je m'y attendais également. On en avait parlé lors du talk et sur Web Girondin toute la semaine. On a été servi, on a eu le match auquel on s'attendait avec. Ça a été le match dont on pouvait penser qu'il allait se produire en pire, je trouve, avec l'effet de jeu. Donc on va regarder ensemble les tops et les flops. Je pense qu'il est temps d'entrer dans le vif du sujet et dans cette saison. On est à la 10e journée de Ligue 1, ça a été mouvementé à Bordeaux et ça commence à s'installer. Le coach, il est stabilisé, du moins je le pense. C'est en train de se structurer, la vente elle est faite, donc maintenant il va falloir penser à avoir des résultats et des bons résultats. Et il va falloir arrêter de tergiverser et de préparer les matchs comme il faut. Parce que je pense que ce match face à Montpellier, avec tous ces internationaux qui n'étaient pas là pendant les 15 jours, les 10 jours, et qui étaient dans leur pays, je pense qu'on aurait pu mieux faire en termes de préparation, en termes de composition d'équipe. La composition d'équipe, justement, j'y viens. Costil dans les buts, Palencia, Koundé, Pablo, Sabali pour les quatre défenseurs. Donc Sabali latéral gauche, Maxime Punje suspendu, Otavio Sentinelle, le ragueur Sankaré devant Otavio et à gauche Camano dans le trident offensif avec Briand en pointe et Caramo à droite. Alors, dans cette composition d'équipe, moi, ce que je trouve qui me convient moins, même pas, osons le dire, c'est la présence de Briand en pointe. Je comprends pas. Alors certes, Andreas Cornelius est blessé, mais je pense qu'il y avait mieux à faire que Jimmy Briand en pointe. Même si Kalou revenait de sélection, il y avait même Depréville à mettre, mais Briand il apporte rien au jeu des Girondins et je vais en parler dans les tops et les flops. Je trouve que c'était pas une réussite dans cette composition d'équipe, de même que d'avoir aligné Lucas le Rageur qui est à la peine match après match avec les Girondins. Alors certes, il nous a mis un but de fou avec le Danemark pendant les matchs internationaux. Mais là, une fois de plus, ça a été catastrophique avec Bordeaux. Et je trouve qu'on a vu le même match face à Copenhague en Coupe d'Europe qu'on perd 2-0, je crois, chez nous. On le perd sur le même score et c'est un peu le même match qu'on fait face à Rennes. Aussi, mais c'est sûr, ça me fait surtout penser au match face à Copenhague, c'est-à-dire on prend des buts de casquette, on donne deux buts comme face à Copenhague et les occasions qu'on a, même si on en a un peu moins que face à Copenhague, bon, on les convertit pas et au final ça fait un score de 2-0 où on n'a pas brillé dans le jeu, on a eu des lignes distendues et on n'a pas eu de ce bloc équipe. Donc si à chaque trêve internationale on perd le bloc équipe, ça va pas aller. Ça veut dire que Bordeaux a encore beaucoup de travail pour avoir un jeu stable, avoir une identité de jeu et une cohésion, et que cette cohésion, il suffit qu'il y ait 10 jours de trêve pour qu'on la perde. Voilà, donc encore beaucoup de travail à faire pour les Girondins, et ça n'était que Montpellier, hein. Donc alors, sans minimiser le travail de l'adversaire, qui a été bon, qui a été meilleur que nous, il n'y a rien à dire. Mais bon, c'est Montpellier, quoi. Je veux dire, quand tu regardes l'effectif de Montpellier et l'effectif de Bordeaux, normalement, on doit être largement supérieur. Et les moyens engagés à Bordeaux sont largement supérieurs aux moyens engagés à Montpellier. Donc, je pense qu'on n'a pas le droit de perdre ce match-là, surtout quand on vise une place en Coupe d'Europe. Donc, on verra. On a encore un match jeudi en Coupe d'Europe face au Zénith en Russie. Donc là, il va falloir montrer autre chose hein, si on ne veut pas revenir avec une défaite. Parce que là aussi, on joue notre survie en Coupe d'Europe. Et après, on reçoit Nice. Là aussi, ça va être décisif. Donc, il va falloir se bouger un petit peu les fesses pour trouver un peu plus de cohésion et d'engagement dans le jeu. Parce que là, franchement, c'était pas bien du tout, même si la deuxième période a été un peu mieux. Alors, ceci étant dit, passons au top et au flop. Benoît Costil. Alors, Costil, il nous concède, Costil concède l'ouverture du score. C'est une grosse erreur, une boulette. Il fait une sortie dans ses 6 mètres, il parle pas, Pablo le protège pas, et puis il va chercher le ballon comme ça, alors qu'il y a Laborde qui a juste à sauter à côté de lui avec un peu d'engagement pour prendre le ballon. Voilà, donc manque d'engagement, mauvaise appréciation du gardien de but. Après, derrière, donc là on est à la 13e minute, à la 39e minute, 40e minute, il fait une parade sur une frappe de Laborde et dévie le ballon sur le poteau, ça aurait pu faire 2-0. Le penalty le sort pas, voilà, donc moi j'ai envie de match très moyen, voire un petit flop pour Benoît Costil parce qu'on ne peut pas concéder l'occasion, l'ouverture du score sur cette sortie, quoi. C'est pas possible, quoi. On leur donne l'ouverture du score, quoi. Voilà. Donc, je m'excuse, je suis très enrhumé et malade, donc j'essaie de faire ces tops et flops comme je peux, voilà. Donc Costil, petit flop.
Sabali, j'ai trouvé très bon pendant toute la première mi-temps et début de la deuxième, il était à la peine, il est sorti blessé, hein. Ce qui a été bien par rapport à Palencia, c'est son apport offensif qui a été beaucoup plus important que Palencia à droite. Donc j'ai trouvé qu'il y a eu du mieux sur Sabali à gauche, au moins sur l'apport offensif. Voilà, donc c'est un match correct de sa part, ni plus ni moins. Palencia, je le mets dans les flops et je trouve qu'il est vraiment à la peine depuis plusieurs rencontres. Et offensivement, c'est zéro, apport zéro offensif, quoi. Donc je comprends pas. Et défensivement, il se fait manger sur le premier but. Voilà, donc le premier but, on a toute la défense qui est impliquée. On a Palencia, on a Costil et on a Pablo, dont je vais parler tout de suite. Il protège pas Costil sur sa sortie de but, même si pour moi c'est Costil qui a 90% de responsabilité sur l'encaissement, sur l'ouverture du score de la board. Et puis Pablo, il fait une main dans la surface qui amène le penalty, une main qui est indéniable. Je veux dire, il y a main, hein, l'arbitre la siffle, hein. Et d'ailleurs, je fais un aparté sur l'arbitre tout à l'heure. Donc Pablo, match très moyen, petit flop pour lui. Voilà, parce qu'il y a sa main, l'ouverture du score, il protège pas Costil. Et même s'il a été, par moment, il n'était pas à la peine, ben, tu dois pas faire une main dans la surface de réparation, c'est pas possible. Donc voilà. Petit aparté sur l'arbitre. Monsieur Schneider, franchement, on va le dire, on s'est fait enfler, hein. Moi, je trouve qu'on s'est fait enfler sur ces deux actions de jeu. Congrès, même action de jeu. Il est fait une main dans la surface de réparation, limite 18, il est sur la ligne. Pas de VAR, il n'y a pas de VAR, hein, alors que bon, on aurait pu demander la VAR et il y avait une main dans la surface, puisque le ballon, il se fait prendre par le ballon et il passe derrière lui. Donc ça peut amener une action de but des Girondins, même si on n'était pas à proximité. Et la main de Pablo, alors c'est un centre, en retrait, donc il y a peut-être plus action de but. Là, il y a la VAR et il y a penalty. Donc deux actions, deux mains dans la surface, et une fois on consulte la VAR, l'autre pas. Moi, je comprends pas. Je pense qu'il y a une erreur du corps arbitral là-dessus. Je pense qu'on aurait dû au moins nous aussi avoir le penalty ou au moins consulter la VAR, parce que là, j'ai vraiment le sentiment qu'on se fait enfler, voilà, par l'arbitre, Monsieur Schneider, qui n'en est pas, je crois, à son coup d'essai. À vérifier, mais bon, vous dites-le moi si vous avez souvenir d'erreur de Monsieur Schneider lorsqu'il arbitre les Girondins. Otavio, bien moins bien que d'habitude. Alors, avant de parler d'Otavio, Jules Koundé, que j'ai trouvé très bon dans les duels, a joué énormément de ballons. Il faudra regarder les stats, on les sortira sur Web Girondin, les stats d'Otavio, de Koundé, pardon. Voilà, donc je trouve qu'il a fait un très bon match, très bon dans les duels, de bons tacles, rarement pris un défaut. Jules Koundé, voilà, petit top pour lui. Otavio, un peu plus en difficulté. Il a brillé quand Montpellier nous a attendus dans son camp. Voilà. Donc lui, comme toute l'équipe, a eu du mal à s'organiser et à être bien en place. Le bloc bordelais n'était pas du tout en place dans cette première période. Voilà, donc on a très mal démarré ce match. Et Otavio aussi. Donc voilà, match moyen d'Otavio. Je trouve pas un flop, pas un top, et match plus que moyen. Peut-être depuis son retour dans le 11, son plus mauvais match. Le Rager, c'est un flop. Lucas Le Rager, je pense qu'il n'aurait pas dû jouer ce match et qu'on aurait dû soit mettre Plasil, mais bon, vu l'entrée qu'il a fait, je pense que ça n'aurait pas été une bonne idée aussi, mais mettre Thomas Basic, parce que je vois pas comment il aurait pu faire pire que Lucas Le Rager. Voilà, Lucas Le Rager, c'est un flop, en retard dans les pressings, lui aussi. À la différence d'Otavio, c'est qu'Otavio a mieux terminé le match. Alors lui, il a terminé, le Rager a été remplacé. Mais je trouve que le Rager, j'ai vraiment pas aimé son jeu et techniquement vraiment trop limité. Remplacé par Plasil à la 61e, que je qualifierais de flop, l'entrée de Plasil qui n'a rien apporté aux Girondins de Bordeaux. Sankaré, alors une tête à côté à la 70e, et c'est vraiment un des rares au milieu de terrain qui peut apporter un allant offensif et une dynamique équipe et il peut perforer le milieu et apporter le danger. Voilà, donc bon match de Sankaré, mais un peu seul dans ce 11 bordelais. Caramo, très très bon, peut-être un des rares bordelais qui a performé jusqu'à la 60-65e. Après, c'est un petit peu éteint. Il a une occasion de but, il a essayé de provoquer, mais trop seul lui aussi dans le jeu des Girondins. Il y avait vraiment donc bon match de Caramo, bon match de Sankaré, mais c'était les deux seuls, je trouve, qui auraient pu dynamiser l'attaque bordelaise. Mais bon, ils étaient un peu seuls, hein, 11 joueurs, et il en faut plus de 2 qui soient dans le coup pour qu'on puisse espérer aller chercher un résultat. Brillant, c'est un flop. Jimmy Briand, moi ça me fatigue de le voir à la pointe de l'attaque des Girondins de Bordeaux. Je trouve qu'il apporte rien, il est lent sur ce match, mais comme on n'a pas de cohésion d'équipe, et même dans le jeu court il n'y est pas, en point de fixation il n'y est pas, et on voit l'importance d'Andreas Cornelius dans le 11 des Girondins, et son absence s'est faite ressentir, je trouve,
de manière assez importante. Et Briand ne nous l'a pas fait oublier. Au contraire, je trouve qu'il n'a rien apporté. Jimmy Briand, il a une grosse occasion d'ouverture d'ouvrir le score pardon, à la 58e, à la 20, ou à la 25e, je sais plus. Non, 58e, pardon. Mais il n'y a rien, quoi. Voilà. C'est catastrophique. Remplacé par Kalou, qui lui a apporté beaucoup plus de dynamisme, de percussion dans ses dribbles quand il est rentré en jeu. Voilà. Camano, Camano c'est un flop. Hein. Il n'a rien apporté au jeu des Girondins. Une frappe peut-être, où il aurait pu ouvrir le score. Il l'enveloppe, mais elle ne monte pas assez pour tromper le Comte qui dévie le ballon en corner. Très bon gardien, le Comte, soit dit en passant. Voilà, c'est tout pour Camano. Il n'a pas été décisif. Alors le staff a certainement voulu le faire jouer pour qu'il soit décisif. Il l'a toujours été. Ça a failli payer en fin de match. Mais c'était trop juste, voilà, pour Camano, qui lui aussi aurait dû tourner plus rapidement dans le 11. N'a pas été remplacé, a joué tout le match. A noté la sortie de Sabali, remplacé par Basic. Basic qui a fait une entrée au poste de latéral gauche. Bizarre, Thomas Basic qui ne rentre en jeu que quand on est mené 2-0. C'est la troisième fois qu'on est mené 2-0, c'est la troisième fois qu'il rentre en jeu. Je pense qu'il aurait dû avoir sa chance au milieu, notamment à la place de Lauraguer, qui n'a rien apporté au jeu des Girondins. Voilà, grosse déception pour Bordeaux. Pas grand chose à dire. Défaite logique où on a vraiment donné, je pense, 2 buts à Montpellier. Le premier, c'est Costil qui le donne, et le deuxième, c'est Pablo qui le donne avec sa main dans la surface. Voilà. Rendez-vous sur Web Girondin. Donnez votre top joueur. Hein. Vous pouvez voter sous cette vidéo sur webgirondin.com pour donner votre meilleur joueur des Girondins de Bordeaux. Rendez-vous toute cette semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi. On est là tous les jours sur Web Girondin pour vous faire vivre l'actualité des Marinés Blancs avec la nomination du directeur sportif, du président certainement, cette semaine et surtout le match d'Europa League jeudi face au Zénith Saint-Pétersbourg. Merci de votre fidélité. Vous êtes très nombreux à nous suivre, donc restez connectés. Salut et à bientôt.